ce triptyque sur l'aspect religieux de la liberté, je sais que ce sujet est vaste. Je voudrais demander à Pierre-Louis Mériguet, qui est déjà en place sur la tribune, de venir nous parler d'un autre type de liberté, les libertés locales, les libertés et peut-être les identités locales. Je sais que ça va te faire plaisir, là. C'est un thème que tu aimes beaucoup. Bien, et moi aussi. Et je salue Pierre-Louis Mériguet, qui est un jeune père de famille, une famille très nombreuse, je crois que vous avez beaucoup d'enfants. 5 enfants, oui. 5 pour l'instant. Et vous êtes porte-parole de Vox Populi, une association que nous aimons beaucoup, et vous fûtes l'organisateur des marches de la fierté tourangelle pour défendre l'identité de la ville de Tours et votre ville. Voilà. Alors c'est aussi une forme, je ne sais pas si ça plaît à tous les centralistes, les jacobins de tout poil, mais je pense qu'il faut respecter un équilibre en toutes choses, et je suis heureux que vous nous parliez, cher Pierre-Louis Mériguet, des libertés locales. Merci. La liberté est un grand mot, qui subit différentes interprétations selon les individus qui l'emploient ou s'en revendiquent. La liberté diverge des libertés. Pourtant, elles sont régulièrement amalgamées, ce qui engendre des déviances préjudiciables. Sans toutes les développer, je dirais qu'elles peuvent, suivant le contexte social, historique ou spirituel dans lequel elles sont employées, être aussi bonnes que mauvaises. Pour le traître, sa conception de la liberté sera la trahison, et pour le sot, ce sera la sottise. Qu'elle est une vocation populaire ou individuelle, la liberté doit être définie avec des mots clairs, afin d'éviter toute forme d'ambiguïté, pouvant survenir dès lors qu'on se l'octroie ou qu'on nous l'accorde. Je viens d'une région de France, où la culture des mots laissés par certains hommes de plume, comme Ronsard ou Balzac, tranche véritablement avec l'ignorance du dialecte SMSO facebookien twitteriste, des jeunes prépubères du XXIe siècle, à qui l'éducation nationale post-68arde a préféré enseigner l'épanouissement égoïste au détriment du savoir et de la découverte. Pourtant, vous le savez comme moi, le vocabulaire est la traduction de la pensée. Lorsqu'il est faussé, censuré ou remplacé, on impose à notre peuple un langage insidieux, et par conséquent une réflexion biaisée qui l'éloigne de la réalité. Je prendrai pour exemple ces nouveaux termes de mariage pour tous qui remplacent le mariage homosexuel, ou encore les fameux « jeunes », souvent lisibles dans la colonne faits divers des journaux, et qui substituent trop souvent le terme d'immigré délinquant. Cette novlangue nous prouve qu'il ne peut y avoir... Cette novlangue nous prouve qu'il ne peut y avoir de vérité sans une langue, et donc de liberté sans identité. Mais cette identité reste encore à la circonscrire, puisqu'elle peut avec le temps s'étoffer sans pour autant en perdre sa substance. Nous pourrions parler d'identité nationale, incontestablement, mais certainement pas pour la définir de la même manière que l'UMPS, qui par le droit du sol jumelé au regroupement familial, offre à notre France déjà malade ces nouveaux Français de papier venus chercher l'Eldorado, alors que nos dirigeants ne peuvent même plus subvenir aux besoins des nôtres. Si je suis persuadé qu'il est possible d'assimiler des individus isolés, je suis par ailleurs convaincu qu'il est impossible d'intégrer des peuples entiers sans engendrer de génocide par substitution. Raspail, à travers son œuvre prophétique du camp des saints, nous décrivait déjà il y a 30 ans ce bouleversement entraînant le déclin progressif des populations et des identités. Mais je ne m'attarderai pas sur ce thème pour aborder directement la défense des identités locales en laissant aux autres invités le soin de le développer plus profondément. Je remercie l'organisation de me permettre de parler de ces petites patries oubliées du plus grand nombre, ces provinces dont les danses ont été réduites à un banal folklore et les langues rabaissées à un vulgaire patois. Pourtant, ces parcelles contribuent à la richesse de la France, dont les traces s'estompent un peu plus chaque jour, étouffées par d'autres sous-cultures standardisées qui tendent à effacer de la mémoire de nos concitoyens les valeurs vraies qui ne s'achètent pas. Ces terres de nos pères façonnent notre chaîne historique, dont certains maillons ont été sectionnés par une France jacobine, née de la Révolution française, qui ne considère notre nation qu'à travers un bloc statique, centralisé, héritière d'une philosophie dite lumineuse, s'exprimant plus au service d'une idéologie que du bien commun. N'oublions pas que ce sont pourtant ces bigoudaines, ces chouans, ces bourrées berrichonnes, ces vignes bordelaises, ces châteaux de la Loire qui nous rappellent quotidiennement qu'il n'existe pas d'espace neutre. Comme me le dit un vieux camarade, il n'y a pas de terre sans identité, mais simplement des hommes sans mémoire.
Comme l'arbre qui ne peut se développer sans ses multiples racines, notre pays puise ses origines à chaque coin de l'Hexagone, dans ses richesses diverses qui contribuent à ce qu'est véritablement la France. D'ailleurs, Maurras résumait ma pensée en une simple citation. Il n'y a plus de France lorsqu'on a supprimé les Frances diverses. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu défendre ces identités et libertés locales, en mettant sur la table cette question controversée d'une France décentralisée qui viendrait au secours d'une France rendue malade et sans repère. À l'heure où le rouleau compresseur de la globalisation cherche à diluer les peuples du monde dans un village global, nous devons nous raccrocher à notre histoire la plus intime, puisque comme le dit Tolkien, les racines profondes ne gèlent pas. Sans avoir les yeux fixés sur le rétroviseur de l'histoire de façon permanente, sans idéaliser systématiquement l'avant, vous savez comme moi que le futur se construit sur des socles intemporels, laissés par nos aïeux, et non sur les pseudo-valeurs de cette société moderne de l'hyperconsommation, où l'homme est privé de tout esprit de transcendance, uniformisé et réduit à l'état de marchandise. Nous ne voulons pas laisser à nos enfants un territoire de butants ayant subi le grand remplacement si justement développé par Renaud Camus. Il devient donc impératif que notre peuple se réconcilie avec ce qui le définit pleinement. Pour cela, nous devons retrouver nos protections économiques en quittant cette Europe des banques pour renouer avec l'Europe des peuples et des nations. Notamment par le biais de la détaxation de proximité qui permettra de retrouver une certaine indépendance, un savoir-faire traditionnel, une compétitivité mais surtout des emplois. Partir à la reconquête du génie français qui a illuminé la planète par son savoir et son intelligence. C'est bien dans ce cadre que le rôle décentralisateur de la France prend tout son sens. Pour certains, cette vision résumerait une conception plus poétique que réaliste, vantant un fédéralisme qui annihilerait la nation pour noyer directement nos régions dans l'Europe. C'est qu'alors nous nous sommes mal compris. Si je réfute la conception technocratique de l'Union européenne, je ne soutiens pas non plus cette utopie qui consiste à spolier le rôle de l'État pour mieux noyer des masses dans un monde sans frontières. Si l'attachement aux petites patries relève d'un lien charnel qu'a l'homme envers la terre de ses pères, la nation, elle, traduit un concept purement politique. La complémentarité des deux forme un équilibre. Il n'est pas imaginable que l'une fasse concurrence à l'autre sous prétexte qu'elles sont différentes. Il en va de même pour l'Europe envers la nation, puisque celle-ci appartient à une entité civilisationnelle qui ne se limite pas aux 6 coins de l'Hexagone et dont elle ne peut se dissocier. Chacune de ces forces doit donc retrouver sa place pour former cette France des régions dans l'Europe des nations. L'autonomie des régions ne doit aucunement rimer avec autarcie, bien au contraire, sinon elle engendrerait les débordements que nous connaissons en Italie, où les régions riches refusent de payer pour les régions pauvres. Mais restons sérieux, notre pays n'a pas 150 ans. Si nous offrons la possibilité aux régions de jouir de certaines libertés, elles resteront liées à la nation par un principe de subsidiarité. Prenons pour exemple l'actuelle l'Allemagne, qui est une république fédérale, donc décentralisée, où le ministère de l'Éducation nationale, pour ne citer que lui, est à Stuttgart et non à Berlin, où les régions bénéficient de certaines licences sans pour autant faire sécession. Je n'ai pas l'impression, malgré cela, que l'Allemagne soit le pays européen le moins rigoureux, et ce dans bien des domaines. En France aussi, nous retrouvons les traces d'une forme de décentralisation, avec ce qu'étaient les parlements sous l'Ancien Régime. Ces droits légitimes ou privilèges aideraient aussi bien au désengorgement administratif de certaines institutions qu'à la défense et à la promotion des richesses locales nécessaires à la renaissance des peuples. Cela sans bien évidemment toucher aux fonctions régaliennes qui ont leur légitimité dans la capitale. Nous avons la chance d'avoir des exemples de réussite enracinée dans ce pays, avec Jacques Bompard, qui a pu perdurer sur le long terme grâce à son travail exceptionnel dans la ville d'Orange que je tiens à saluer. Parlons aussi de Philippe de Villiers, de son Puy du Fou, du Vendée Globe, de Radio Alouette, comme démonstration principale de tout ce qu'il a fait pour la Vendée de ce renseignement. Ces hommes nous rappellent que c'est en commençant humblement que l'on obtient de véritables résultats et que l'on obtient la confiance du peuple. Alors France, aujourd'hui, qu'as-tu fait de tes libertés? Celles qui transpirent la vérité, l'évidence, celles qui rendent les hommes épanouis, libres sur leur propre sol en vivant selon leurs propres règles. Notre génération est maîtresse de son avenir. C'est pour cela qu'elle a décidé d'agir, de proposer, de reconstruire, d'innover face aux spéculateurs, aux nouveaux marchands du temple, à ces dirigeants politiques fourvoyés aux oligarchies financières. C'est dans cet état d'esprit que Vox Populi a pris la décision de combattre à l'échelle locale, là où d'autres tentent de nous imposer le mondialisme. Nous avons voulu, dès notre constitution en 2009, devenir des militants enracinés sur notre propre terre, être des acteurs de proximité, accessibles par tous, ceux pour mieux cibler les préoccupations des habitants et agir en conséquence sur notre secteur sans se disperser. Notre présence quotidienne sur le terrain en fait de la rue notre première permanence politique. Cette attitude, certes,
tranche littéralement avec celle des professionnels de l'opportunisme institutionnalisé qui ne s'intéressent au peuple qu'en période électorale. C'est donc par nos actions renouvelées que nous avons à plusieurs reprises, c'est donc par nos actions renouvelées à plusieurs reprises que nous avons forcé certains responsables municipaux à prendre parti sur des sujets d'actualité. Je résumerai notre rôle à une volonté d'influer par tous les moyens et avec toutes les armes que nous possédons sur l'échiquier politique local. Lors d'un marché, dans un pub du centre-ville, dans une manifestation, dans une salle de sport, sur notre lieu de travail, dans les facs, à l'Assemblée. Nous prendrons toutes les places vides pour qu'elles deviennent une tribune au service de la vérité et donc de la liberté. Nous avons choisi d'être plutôt que de paraître, et ce choix a porté ses fruits puisqu'à l'échelle de notre petite ville, c'est 150 personnes qui ont marché avec nous lors du défilé des Enracinés Tourangeaux samedi dernier. Nous voulons par notre comportement de tous les jours démontrer aux personnes qui nous entourent que la tradition fait partie de nos vies, que la défense et la promotion de notre identité ne sont aucunement ringardes, mais profondément révolutionnaires, que notre histoire, ce n'est pas le passé, mais ce qui ne passe pas. Nous refusons l'engagement partiel, nous voulons être des acteurs politiques. Mais je vous laisse 2 minutes. Eh bien, j'attaque, alors je saute une page. Vous avez loupé gros, vous savez. Vous pouvez dans le cahier d'indépendance, si vous voulez une page publicitaire, merci. Pour être des militants à ciel ouvert, sans jeu de mots, et totalement libres de nos actes et de nos paroles, Vox Populi a décidé d'être un mouvement autonome, libéré des chaînes partisanes, permettant ainsi non pas une ghettoisation, mais un véritable pouvoir de lier des contacts avec différents organes de résistance, en travaillant avec ou en complémentarité de celle-ci. Enfin, soucieux d'agir dans tous les domaines, les Enracinés Tourangeaux participeront aux élections de 2014. Privilégiant le bien commun au détriment du sectarisme, nous ferons tout notre possible pour qu'une liste de rassemblement incarnant la résistance populaire puisse se monter dans notre ville. Nous espérons que le Rassemblement Bleu Marine partagera notre position sur ce sujet. Que dire de plus maintenant? N'avons-nous pas déjà trop parlé et si peu agi? Je suis persuadé que l'assistant de cette salle est comme moi convaincu qu'à cette heure, comme le disait Aristote, la politique a pour fin non pas la connaissance, mais l'action. Alors formons ensemble cette citadelle de l'espérance, qui dans un temps de chaos sera restée debout au milieu des ruines. Portons haut et fort cette voix de l'espoir qui affirme que la fatalité n'existe pas et qu'il n'est jamais trop tard pour changer l'histoire. Je vous donne rendez-vous à la victoire. Merci de m'avoir offert cette tribune.